Vous êtes bien dans un état critique saison 2, épisode 5. Au programme aujourd'hui, sortez les popcorns, mettez le casque, prenez des notes parce que oui, c'est l'épisode hors série, c'est l'épisode de fin d'année et on est parti pour notre top 10 et notre flop 5, et pas le contraire. Alors, entre Christophe, Olivier et moi, est-ce qu'on a aimé et détesté les mêmes films? Qu'est-ce qui est génial? Qu'est-ce qui est bof? Qu'est-ce qui est morph? Et qu'est-ce qui est Bon, vous saurez tout dans 2 heures. Enfin, non, je déconne, ou peut-être pas. Donc, pas de rubrique, pas de film vintage, pas de recommandations, que du subjectif et peut-être, pourquoi pas, un petit peu de mauvaise foi. Le récap de l'année dans un état critique, c'est maintenant, juste après la virgule. Christophe, salut. Salut et bonne fête à tout le monde. Exactement, Olivier, salut. Salut, bonne fête aussi. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël. Voilà, nous sommes le 26 décembre au moment où on enregistre cet épisode. Et voilà, aujourd'hui on va parler des films qui nous ont plu, des films qui nous ont laissé sur la touche. Donc voilà, bien évidemment, c'est totalement subjectif. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas en commentaire de dire « Ah bah non, mais les gars, vous avez rien compris au film de Godard, sur Godard, voilà, c'est ça, c'est lui le meilleur film de l'année, etc. » On va parler uniquement des films qu'on a vus. Alors évidemment, ça peut être des films à la fois qu'on a vus au cinéma ou sur Prime Vidéo, sur Netflix, sur ce genre de choses. Nous ne savons pas quels sont nos flops et nos tops, chacun de notre côté. J'imagine qu'il y a quand même 1 ou 2 films qui vont se retrouver tout en haut de l'affiche, sur lesquels on va être, à mon avis, peut-être assez d'accord, et puis peut-être quelques-uns sur lesquels on sera totalement en désaccord. Bien évidemment, chers camarades, je vous demanderai d'être un petit peu bref sur les films que vous avez aimés ou détestés, en faisant une petite critique rapide de 30 secondes, d'une minute, voilà, histoire de ne pas faire un épisode non plus de 6 heures, mais on pourra de toute façon débattre. C'est toujours le but de jeu de ça. On va commencer par ce qu'on a vu de pire, ou de pas bien, ou de grande déception. Et chacun d'entre vous va définir un petit peu son flop. Pour toi, Olivier, c'est quoi le flop, la définition de toi de ton flop? Le flop, ça peut être la bouse cosmique, quoi. Vraiment le truc. Tu parlais de subjectivité. Je pense qu'à un moment, il y a certains trucs, objectivement, on peut dire, c'était de la daube. Tu vois, j'essaye de changer. Des fois, je dis la merde. Là, j'essaie de dire la daube. Mais ça peut être aussi une déception parce que on en attendait beaucoup et puis non, c'est pas ça du tout. Ou dans une franchise, de dire putain, j'adore cette franchise, mais là, celui-là, c'est vraiment gros ratage. Voilà, donc c'est vaste. Donc je pense qu'on va un peu définir à chaque fois comment on voit le film en question. Christophe, de ton côté, ce que tu considères être un flop, c'est quoi? Alors moi, ça va plus être des grosses déceptions qui parfois auront été des grosses purges. Parce que j'essaye quand même de m'éviter les films que je sais que je vais pas aimer. J'essaye de pas trop me les infliger, juste pour que ça rentre dans mon top. Et voilà, ce sera plus de la grosse déception. Et est-ce que chacun, alors je suis à peu près dans votre même définition du flop, c'est-à-dire voilà, effectivement, la grosse attente qui n'est pas tenue, et puis évidemment le film qui ne fonctionne pas du tout, ou le surcoté, ou etc. Est-ce que vous avez avant de commencer de rentrer dans le 5e, 4e, 3e, et puis celui qui a le Graal chez vous, alors je sais plus d'ailleurs, j'ai oublié de dire ça, vous avez vu combien de films chacun à peu près cette année? Vous avez réussi à définir entre les films que vous avez vus au cinéma et les films que vous avez vus en streaming? Vous en avez vu combien à peu près? Christophe? Alors moi, j'ai vu 95 films et j'ai pas fait le compte exact. Je dois avoir une soixantaine, 55, 60 au cinéma. Olivier? Au cinéma, j'en ai vu, je crois, 20 pile. Petite année cinéma. Et après, je sais pas exactement. Je sais pas, avec les films de plateforme, j'ai peut-être vu peut-être le double, donc peut-être une quarantaine de films en tout. Voilà, moi je sais que j'ai noté
pardon, en tout cas, j'ai pas noté les films que j'ai vus en streaming, mais j'ai vu 54 films au cinéma. Chez moi, c'est pas loin d'être une espèce de record quand même d'aller voir pas mal de films au cinéma. Mais bon, est-ce que vous avez dans ce flop 5, pour rentrer un petit peu dans la matière, dans le dur, est-ce qu'il y a des mentions que vous avez envie de donner sur votre flop 5, Olivier, avant de commencer? Des mentions, c'est-à-dire ce qu'on disait, oui, moi j'ai des déceptions. Ouais, mais enfin, j'ai une première mention avant de rentrer dans le 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que il y a un ou deux films dont tu as envie de parler rapidement? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Ok, Ça sera vraiment très court, je dirais pourquoi. d'accord. Euh, voilà. Et toi, Christophe, est-ce qu'il y a un film que tu as failli mettre dans ton flop 5, mais qui est à la limite du flop 5? Euh, on en parlera le mois prochain, mais le dernier Avatar, qui sent, en restant un très très bon divertissement, m'a assez déçu et j'attendais justement qu'il soit dans mon top 10. Et donc c'est un flop parce qu'il n'est pas dans mon top 10. Mais ça reste un grand divertissement. Bien vu. Eh bien, commençons. Olivier, quel est ton cinquième film que tu as noté dans ton flop 5? Eh bien, c'est justement Avatar 3. Parce que déjà, moi, on en avait parlé de base. Moi, c'est une saga qui m'intéresse pas plus que ça. Bon, j'ai bien aimé, c'était original, le premier. Mais enfin, Cameron me propose un univers donc ça, c'est très subjectif, qui me plaît pas. Hmm. Donc, très sincèrement, on en reparlera sur le prochain épisode, où on fera les critiques. Moi, j'y suis vraiment allé pour qu'on en discute tous les trois. 4, à la limite, si Florian veut bien Un jour. se rendre dispo. Non, mais voilà. Alors, de toute façon, de base, c'est pas un truc que j'adore, mais là, en plus, j'ai quand même eu l'impression de revoir le 2. Donc, déjà que ça m'intéresse pas plus, là, il y a des moments, et puis voilà, pour- Chris parlait de spectacle, de divertissement. Là, ça suffit plus pour moi. Et Voilà. Christophe, ta cinquième place? Alors ma cinquième place, c'est Alpha. Déjà quand j'étais au collège, j'aimais pas le grec et là, bah, ça a pas arrangé les choses. Pourtant, j'adore le cinéma de Ducournau. J'ai vraiment beaucoup aimé Titane et surtout Grave, que je trouve que c'est un très très bon film. Mais là, mis à part sa mise en scène, sa direction d'acteur, qui sont toujours très bonnes, il y a aussi un vrai travail sur les maquillages, sur ces corps qui se transforment en pierre, mais le film est lourd au possible. C'est une métaphore sur le sida, mais c'est tellement appuyé que ça en devient grotesque. Le récit est vraiment décousu et inutilement complexe. Limite, ça masque le vide du scénario. Quand il y a un twist final, mais le problème c'est que dès les premières minutes, les choix de mise en scène t'expliquent le twist final. Ça joue très bien, mais c'est écrit à la truelle et ouais, le film ne fait pas que pétrifier les corps de ses malades, il m'a laissé de marbre. Oh, c'est magnifique. Alors moi, en cinquième place, je vais me faire un copain. Je mettrai Sirat, qui pour moi est le film le plus surcoté, le plus survendu de l'année. Effectivement, il filme le désert, mais il le filme très mal. Et c'est même gaguesque à la fin. On veut nous montrer quelque chose qui soit extrêmement provoquant. En fait, ce qui est provoquant, c'est le vide abyssal de la proposition, même je dirais cinématographique. Ça tient sur un timbre-poste en termes de scénario. Le final, mais j'étais dans une salle qui rigolait à mesure que ça sautait dans tous les sens, dans tous les coins du film. Voilà. Et je trouve que j'en ai marre de ces films qui sont un recupto compatible. Je pense qu'Olivier comprendra ce que je voulais dire. Et voilà, pour moi, c'est vraiment. Alors, je le mets pas en première position, mais je le mets quand même en 5. Olivier, ton top 4. Alors, j'y ai pensé, j'ai failli mettre aussi Sirat, et en fait, j'avais plus envie de parler d'une grosse déception, qui est le Mission Impossible Final Reckoning. Euh, Parce que c'est évidemment pas une bouse. Voilà, là pour le coup, super divertissement, on en a parlé, Tom Cruise, tout ça, les cascades. Mais moi qui suis relativement un fan absolu de cette saga,
je crois que j'avais été déçu par le précédent. Là, c'est la première fois que je m'emmerde un peu sur un Mission Impossible. Voilà. Ok. Je me dis, ouais, 8 épisodes, j'adore. Et là, ouais, même des fois déçu, il y avait un truc quand même. Là, je me suis ennuyé, sérieux à des moments, quoi, entre les scènes d'action. Voilà. Eh bien, de mon côté, le top 4, c'est vie privée. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir un casting pareil avec Jodie Foster qui va parler en français dans tout le film, avec Daniel Auteuil, avec cet immense casting, etc. Et de produire un film, mais mais d'une pauvreté, mais de la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est écrit, tu ne peux pas, enfin, c'est impossible. C'est comme avoir, tu vois, je ne saurais pas comment dire, mais genre la bagnole la plus rapide au monde, d'être sur une piste un circuit, le circuit Carroll, et puis rouler en secondes, quoi. Je ne comprends pas. C'est un ratage total. Quelle tristesse. Et c'est même triste de voir Jodie Foster pleurer avec des larmes rajoutées en numérique. Bref, c'est vraiment un pauvre film, même s'il y a on aurait voulu avoir des très belles scènes entre Daniel Auteuil, ne serait-ce que ça, un plaisir en tout cas de cinéphile d'avoir un casting que tu n'aurais jamais pensé de ta vie, et c'est un ratage total. Christophe, ton top 4. Alors tu as sauté mon tour, mais c'est pas grave parce que j'avais le même film que Olivier. Mission Impossible pour les mêmes raisons. Autant les deux grosses scènes d'action, j'ai vraiment pris mon pied au cinéma, mais 2h50 de film entre les scènes d'action, bah, je me fais chier, mais pendant longtemps. C'était vraiment dur pour moi. C'est une apologie pour Tom Cruise. Ça en fait vraiment. C'est que Tom Cruise ce film. Toute l'équipe à côté passe au second plan et ouais, j'ai été très très déçu pour un final. Je trouve que c'est le plus mauvais des Missions Impossibles. Je suis un petit peu d'accord aussi avec vous. Ces films-là, enfin ce film-là, j'aurais aussi pu le mettre dedans, mais je suis plutôt allé sur les grosses bouses. Je ne saute pas les tours. Je fais comme ça un petit peu au hasard, mon Christophe. Donc justement, donne-nous ton top 3, Christophe. Donne-nous ton top Ah, 3. c'était plus pour la vanne. Oui, mais j'essaie bien de faire. Alors mon top 3, j'ai hésité à le mettre à cause de son putain de titre. Ça s'appelle The Phoenician Shem. J'espère que je le prononce bien. Le Ouais, dernier ouais. film de Ah, pas Wes du tout. Anderson. C'est presque ça. Et ouais, c'est pas grave. Je suis un grand fan de son cinéma à l'origine, mais progressivement, le mec devient une caricature de lui-même. Tout redevient redondant, que ce soit le visuel, l'humour décalé. Il force l'esthétisme et on en oublie l'émotion. Et j'ai plus aucune surprise et la magie ne fonctionne plus sur moi. Olivier, ton top 3? Captain America, Brave New World. Voilà. Je crois que Je je sais pas crois, si on en voilà, parle. j'ai donné le titre. Voilà, je crois que j'ai résumé le. Non, mais il y a rien, c'est le vide intersidéral. Je me Ça, suis ça épargné ce rebondit film. pas. Ouais, c'est Ça ça. rebondit même pas sur ce que ça aurait pu être, la suite du Captain de Steve Rogers, la passation. Bon, ouais, Harrison Ford en Red Hulk. Non, il y a rien. C'est le vide filmique, c'est le vide scénaristique, c'est relativement le vide du jeu. Euh, je fais juste le parallèle parce je spoil, il est ni dans un top ni dans l'autre, mais au moins les 4 Fantastiques, il y avait un truc, il y avait, même si le film est pas parfait, ils ont voulu faire il y a un univers quand même, il y avait une vraie direction artistique, voilà, après on n'aime pas. Là, c'est le vide, c'est le néant, c'est un trou noir ce film. Eh bien, moi, dans mon top 3, j'ai mis Baby Girl avec, voilà, faut que Nicole Kidman arrête peut-être de faire ces fantasmes là où elle est en permanence à 4 pattes et en train de boire du lait sous la coupe d'un type, d'un tyran dominateur, parce qu'on l'a déjà vu à peu près une quinzaine de fois dans dans ce genre de rôle. Et c'est ces films, genre, on va faire un truc un peu. Enfin, tu te rends compte que Basic Instinct était beaucoup plus provocateur que ce genre de film-là aujourd'hui. Faut arrêter. J'y suis allé, mais vraiment en me disant, tiens, pourquoi pas. Et ils me l'avaient vraiment vendu comme un film un petit peu coup de poing comme ça. Et bon, c'est pire que tout. Donc voilà, top 3. Et puis,
puisque c'est moi qui ai la parole, je vous donne mon top 2, et ça va aller très vite parce que je l'ai suffisamment défoncé sur un épisode précédent, je crois que c'était il y a 2 mois. Tron Ares, voilà. Alors pourquoi je le mets même pas en première position, c'est parce que il y a quand même visuellement des choses assez jolies, c'est joli, tout ce rouge comme ça. Donc les effets spéciaux sont pas dégueulasses, c'est pour ça que je le mets pas en première position, mais je l'avais suffisamment défoncé sur même sur des dialogues de choix entre Mozart et Dépêche Mode, et pourtant Dieu sait que je suis fan de Dépêche Mode, mais c'était tellement débile ce film. Olivier, ton numéro 2. Alors c'est un ex-aequo, même s'il y en a un qui est un peu plus, pourri que l'autre. C'est 2 films. Il y a Old Guard 2. Bon, déjà le premier était pas gégène, mais alors là le 2, bah c'est un peu comme le Captain America, c'est le néant. Charlize Theron, elle est venue chercher le gros chécos, mais Dieu sait si je l'aime, mais voilà, c'est de la daube. Et Electric State, je l'avais même oublié, lui, c'est en regardant les films que j'avais. C'est vrai. Le film avec Millie Bobby Brown là et machin là qui nous refait la même chose que dans Les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Les frères Russo, il y a une bataille finale qui est pas dégueulasse. Ouais, et encore, mais c'est pourri. Ouais. C'est pourri. C'est vrai, j'avais complètement zappé. Christophe, ton top 2? Alors mon top 2, c'est Ton le flop dernier 2, Predator. Ouais, mon flop 2, c'est le dernier Predator. Alors visuellement, c'est vraiment abouti, il y a vraiment un sens du spectacle. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais Disney a fait la même chose qu'il a fait avec Alien, il a désacralisé un mythe pour moi. Toutes les sens sombres et brutales du film, ça disparaît pour en faire un film familial. On se retrouve avec une créature empathique qui se fait des potes et qui fait des blagues avec eux. Et surtout, cette mascotte-là que... Ouais, non, c'était très très dur pour moi la séance, même si je reconnais vraiment il y a un vrai sens du spectacle dans le film. Je suis d'accord aussi avec les films que vous avez donnés. Mon flop 1, pour moi, Olivier l'a cité, c'est Captain America Brave New World, où là, c'est vraiment la fin de tout. Enfin, voilà. La scène finale avec les cerisiers en numérique derrière, c'est là où on voit qu'il n'y a même plus... évidemment, je suis d'accord sur les 4 fantastiques, sur ce que tu disais, Olivier, aussi. Et là, on sent que c'est des mecs qui filment. Ils vont se dire bon bah on va faire le film au montage quoi. Il y a plus il y a plus un seul angle intéressant. Et puis alors d'un point de vue scénaristique, tu viens de faire une série où tu es en train de chialer et dire est-ce que je mérite ou pas le bouclier de Captain America parce que moi je suis le faucon en fait. Et puis là tu nous refais exactement le même film. Est-ce que je mérite? Et puis tu sais quoi? Et ben t'as Steve Rogers qui va revenir. Voilà, parce que le Captain America tout pourri, là, hop, on va en mettre un autre. Alors, on sait très bien que c'est pas le Captain America que l'on connaît qui va revenir dans Doomsday et que ça a des chances d'être Captain Hydra ou le Nomade. Mais bref, voilà, c'est ratage total. Christophe, est-ce que tu nous donnes ton flop 1? Alors mon flop 1, bah, tu l'avais cité tout à l'heure, pour moi c'est Tron. C'est quand j'avais vu le film, je vous avais envoyé un message. Il y a des jolies LED rouges, quoi. Mais voilà, pour moi c'est à peu près tout. Le film est totalement creux et ça prouve juste un truc. Jared Leto est devenu un baromètre à nanar. Olivier, ton flop 1? Alors, Team Christophe, hein. Alors pourquoi numéro 1 alors qu'effectivement un truc comme Electric State ou Old Guard est pire, fondamentalement est pire, mais c'est parce qu'il y a il y a de l'ambition et qu'en fait c'est la seule chose sur laquelle je suis pas d'accord avec Christophe, c'est que c'est pas un nanar, c'est un navet. Tu parlais de définition tout à l'heure, le nanar c'est le truc finalement, c'est tellement n'importe quoi que tu finis par en rire, voilà, voilà. Le nanar, on aime tous les nanars finalement. Moi ça j'aime pas là, c'est naze, c'est un T'as navet. même pas rigolé. Non, mais, alors moi j'ai même pas rigolé sur Tron. C'était mauvais, c'était effectivement les blagues qui ont rien à foutre dans un film comme ça. Et ouais et puis alors là c'est vrai, Jared Leto, là tu vois ces derniers les films de sa filmo, ouais c'est un repoussoir à spectateur quoi.
Là, Bon, j'y suis allé, pareil, pour la curiosité, machin. Là, tu vois Jared Leto, tu fais bah je vais éviter alors. Voilà, donc oui, non, non, pour moi un grand numéro un, Tron. bon, je crois que sur les flops, en dehors de Sirat, qui à mon avis sera dans le top de Christophe, je ne vais pas spoiler, ne nous dis rien Christophe. Je pense qu'on est quand même assez d'accord sur l'ensemble. Est-ce que, avant d'aborder notre top 10, il y a des films dont vous voulez parler, que vous voulez mentionner, parce que c'est toujours difficile de faire un top 10. Moi, je me suis rendu compte que je l'ai refait à peu près 3 fois. Est-ce qu'il y a des films que vous voulez mentionner, 2, 3 films, et vous nous donnez un mot rapidement sur qui ont frôlé le top 10 pour vous? Christophe, est-ce que tu veux commencer? Alors oui, je vais commencer par déjà 2 films. Moi, 2025, ça a été assez une déception par rapport aux grosses productions, que ce soit les blockbusters américains ou les comédies françaises. Mais j'en retiens quand même 2. Il y a Sinners en début d'année, qui en plus d'être un bon film, a le mérite d'être un film original, ce qui est assez rare où on enchaîne plutôt les suites, les franchises, les remakes. Là, pour le coup, c'était une vraie nouvelle proposition et que j'avais fortement apprécié. Et Un ours dans le Jura, sorti, je crois, Hmm. toute première semaine de janvier 2025. Une comédie de Franck Dubosc. Franck Dubosc mais qui fait pas dans la grosse comédie potache. Il y a vraiment de l'écriture, il y a du jeu, il y a de la mise en scène, il y a du cinéma, et Mhm. comme quoi on peut faire rire tout en faisant du cinéma. Ouais, je suis content que tu l'aies mentionné, ça me fait plaisir. Olivier, est-ce qu'il y a des films que tu veux mentionner de ton côté? Ben c'est drôle, hein, parce que j'avais pensé à deux films, je m'étais dit, si c'était un top 12. Effectivement, il y a Un ours dans le Jura que j'avais beaucoup aimé. Je m'étais dit, ça sort de l'ordinaire. Il y a, alors attention, toute proportion gardée, il y a ce côté Fargo à la française, voilà. Euh, Très bonne surprise. Alors moi, j'avais beaucoup aimé son premier film, hein, mais ça reste une surprise de la part de Dubosc. Voilà, voilà, il y avait donc Un ours dans le Jura. Et puis aussi parce que pareil, en fait, c'est parce que très bonne surprise, c'est l'inverse un peu du flop. Parce que très bonne surprise, Thunderbolt que Mhm. Mhm. Ah, j'étais merci. parti en me disant c'est le Suicide Squad de Marvel. Bon, avec des acteurs que je préfère, mais voilà. Mais j'y vais comme ça. Et en fait, très bonne surprise. Il y a plein de très bonnes choses. Je me suis pas embêté. Il y a des petites fulgurances de mise en scène. Voilà. C'est pas dans mon top 10, mais c'est deux films qui ont créé la surprise pour moi et que j'ai beaucoup apprécié. Ah, mais je suis content des mentions que vous faites parce que j'ai pas à les faire. Comme ça me retient parce que j'ai trop de films en fait. Mais bon, je vais rapidement. Je pense qu'il y avait le quatrième mur au tout début de l'année qui était sorti avec Laurent Lafitte sur le roman de Serge Chalandon sur la guerre au Liban. Laurent Lafitte, exceptionnel d'ailleurs, qui a eu une année, je pense 2025 au cinéma. Un peu parfaite. On pourrait aussi parler du film là avec Isabelle Huppert, la femme la plus riche du monde. Très très bien. J'ai beaucoup aimé L'âme parfaite, comédie française qui vient de sortir, dont on parlera dans le prochain podcast avec Jonathan Cohen et Magali Lepine Blondeau, je crois. Euh, Petite surprise, alors pas très très bien filmé, c'est pas le problème, mais très touchant. Le Deliver Me from Nowhere, qui est la biopic sur la petite dépression de Springsteen, où le méchant du film c'est le boss. J'ai beaucoup aimé et avec une très belle interprétation de Jeremy Allen White. Voilà, c'est pas des films que je trouve vraiment géniaux, même si L'âme parfaite est vraiment border comme ça, parce que ça m'a vraiment beaucoup plu, vraiment beaucoup touché sur le deuil. Mais voilà, c'est des très bons films et je suis assez d'accord aussi avec vous sur les mentions que vous avez pu faire. Bien, et rentrons enfin dans le vif du sujet. Christophe, est-ce que tu veux nous donner ton film qui est top 10? Alors, mon film qui est top 10, c'est un film norvégien. Ça s'appelle The Ugly Stepsisters. C'est l'histoire de Cendrillon, mais du point de vue d'une des vilaines belles-sœurs. Et le film fait le choix radical d'en faire un body horror, mais tout en respectant le conte original. Et encore plus que Disney, parce que Disney a vraiment édulcoré la chose. Le film, en ayant fait quelques recherches, justement, parce que je trouvais que le côté body horror
il était assez violent. Le film aurait pu faire encore plus violent dans le côté horreur par rapport au conte d'origine. Et le film est très très malin parce que tout en prenant le point de vue d'une des belles-sœurs, ça garde vraiment l'histoire, toute l'histoire qu'on connaît de Cendrillon, mais tu sais ce qui se passe du côté de Cendrillon parce que tu connais l'histoire de Cendrillon. Là, tu es vraiment axé sur cette fille qui veut aller voir le prince charmant pour devenir la nouvelle princesse et qui veut se rendre belle en faisant de la chirurgie esthétique. C'est vraiment malin, c'est une satire sociale et féministe et c'est visuellement assez audacieux. Il y a vraiment des plans qui marquent. Et il y a l'actrice, là, Léa Miren, j'ai noté son nom, elle s'investit corps et âme et ouais, non, c'était très, très, très original. Eh bien, je connaissais même pas le film. Alors moi, je t'avoue, je n'en avais jamais même pas entendu parler. Ah, moi, j'en ai Euh, entendu parler. ouais. Alors, mon top 10, je le donne, hein, mon film en 10e position, c'est Eddington, un film d'Ari Aster, avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, Pedro Pascal. Le film est un peu long, peut-être les 2h28, je crois, quelque chose comme ça. Mais le final, c'est le meilleur final que j'ai vu cette année. C'est une espèce de western. C'est dans cette ville qui a été inventée, Eddington, avec ce shérif complètement taré, anti-Covid, et toute cette foule, toute cette espèce de ville qui devient complètement folle et ça finit en western terrible qui dure, je sais pas, je crois que ce final doit durer à peu près 45 minutes. Ça ne s'arrête jamais. C'est un final exceptionnel. Donc j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, même si je me disais qu'au début, voilà, c'était long à se mettre en place. Et la conclusion du film, elle est terrible. Voilà, film que je conseille en tout cas vivement. Olivier, de ton côté. Alors, c'est une. Alors, peut-être que si j'étais allé voir plus de films cette année, il serait peut-être pas dans mon top 10. Tu vois, comme tu parlais de l'âme. Comment? L'âme parfaite ou je sais plus. L'imparfaite, ouais. Ouais, Idéal. qui est Border. L'âme idéale, l'âme idéale, l'âme idéale. L'âme idéale, pardon. Euh, Là, je l'ai mis en 10e position. J'ai réfléchi, mais c'est à bicyclette parce que j'ai trouvé que c'était un film terriblement humain. Alors, si on voit le film sans connaître le, le background du truc, oui, on va se dire c'est mignon, voilà. Mais quand on connaît l'histoire, comment ça s'est passé, le côté euh, semi-documentaire, improvisé de la chose, euh, c'est un très beau film et encore une fois très humain. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touché et qui, il y a des moments très émouvants et il y a des moments très très drôles. Voilà, on se laisse pas abattre. Malgré c'est pareil, c'est une histoire de deuil. Pour ceux qui savent pas, je veux pas trop en dire, mais Avec Philippe voilà, c'est une Robio, histoire c'est ça? de deuil, mais pardon, Avec Philippe Robio. exactement. Hmm. Donc il y a des moments d'émotion, il y a des moments où on rit beaucoup parce que c'est nous, parce que c'est humain. Voilà. Produit par un copain, Martin Rougier. Je le précise ici. Et donc c'est pas, enfin petite parenthèse. Olivier, tu me diras peut-être pas le contraire, mais il me semble que c'est le film le plus rentable de l'année. Oh bah en tout cas, ça doit parce que le film a fait alors dans les entre 500 et 500 000 entrées, je crois qu'il a fait 500 000 entrées. Mais Oui, il a petite que dalle. coûté 500 000 euros, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc oui, oui, c'est un des gros succès de l'année, pour le coup. Et puisqu'on est sur toi, est-ce que tu nous donnerais pas ton numéro 9? Alors mon numéro 9, c'est Mickey 17. Ok. Il aurait pu être plus haut, parce que ça partait vraiment bien. Euh, Moi qui suis pas un fan hardcore de Pattinson, je le trouve très très bien. Et il y a un moment, on en avait discuté au moment de la sortie, dans une des critiques, à un moment, ça part un peu trop en sucette. Et puis, on sent qu'il y a eu des coupures au montage parce qu'il y a le personnage féminin qui est là, qui a une importance euh, en termes de présence et en termes d'histoire. Et puis, tout d'un coup, on la voit plus. Voilà. La fin reste un peu imparfaite. Mais il y a, pareil, comme je disais tout à l'heure, il y a des fulgurances à des moments. Et puis, le début me fait mourir de rire. Donc, c'est quand même neuvième.
De mon côté, le 9e, et alors je m'y attendais pas, mais en fait le film a mûri. On fera une petite pause au niveau du 5e, et ça je vous le dirai, enfin je vous poserai une question par rapport à ça. C'est The Materialist, un film de Céline Song avec le casting le plus sexy de l'année quand même, faut le dire. Dakota Johnson, Pedro Pascal et Chris Evans. Sur le monde du dating à New York, des gens extrêmement riches, sur le côté le mariage est une transaction. En fait, cette espèce de comédie romantique qui termine pas exactement comme j'aurais voulu qu'elle se termine, parce que finalement elle rentre légèrement dans les clous à la fin, ce qui est un peu dommage. Je trouve qu'il y a un charme qui se dégage du film. Dakota Johnson, que je trouvais pas plus exceptionnelle que ça, je la trouve vraiment très très bien. Chris Evans et Pedro Pascal, c'est hyper intéressant ce qu'ils jouent à l'intérieur. Je trouve que c'est filmé avec beaucoup d'intelligence, aussi parfois de pudeur. Et ce film mûrit vraiment très 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 bien en moi. C'est la raison pour laquelle il est à la 9e place. Christophe, de ton côté. Alors moi, mon 9e film, c'est Dossier 137. Alors je vais faire court, on en a parlé il y a un mois. Je trouve que ça parle d'un sujet sensible, les violences policières, mais c'est pas manichéen. Le film ne cherche pas à apporter de solution, il va plutôt s'intéresser aux failles du système qui broie autant qu'il protège. Et puis surtout, il y a Léa Drucker. Léa Drucker, pour moi, ça a été son année de cinéma. Entre ce film-là et L'intérêt d'Adam, dans les deux films, elle transporte les films. Elle est d'une justesse, elle a un jeu dans le regard. Elle m'a ébloui en deux films coup sur coup parce que je les ai vus, ils sont pas sortis à très longtemps d'écart. Elle m'a scié. Et si elle gagne pas une statuette cette année, je comprends pas. Là, c'est vraiment son année à elle. Ouais, j'ai failli aussi le mettre. Je voulais en parler aussi dans les mentions. C'est très 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 grand film, très très bon film aussi. Et elle surtout, mais c'est surtout sur elle, sur sa perf à elle et surtout sur les. Je pense pour moi sur la dernière séquence, elle est exceptionnelle et j'ai rarement vu ça. Mon numéro 8, c'est mon tour, je vous le livre. Et alors, c'est un film plaisir, un vrai film plaisir, parce que voilà, quand j'y suis allé, je me suis dit, je vais débrancher mon cerveau, je vais pas regarder le scénario et je vais regarder Brad Pitt. Et donc c'est F1, évidemment, que je vous propose en 8e position de le film de Joseph Kosinski. Il n'y a pas de scénario, on s'en fout. C'est Brad Pitt qui, envieux, qui arrive et qui va défoncer tout le monde, même en trichant sur des pistes de F1. J'ai trouvé le film, les prises de vue extraordinaires dans le film. J'ai trouvé que le film était extrêmement spectaculaire, qui m'a énormément. Enfin, j'ai pas vu le temps passer parce que je crois que le film est un peu long aussi. Hein. Et là, pour le coup, c'est un film que j'aurais aimé voir sur un plus grand écran style 4DX là comme je l'ai vu pour Avatar, parce que je pense que ça aurait dû être une belle expérience. Voilà, c'est le genre de film que j'aurais envie de revoir, mais juste parce que c'est ultra fun, parce que Brad Pitt mâche plein de trucs à l'écran tout le temps, et il est d'un charisme fou. Olivier, non tiens Christophe, ton top 8. Alors mon top 8, c'est un film dont j'avais entendu parler et qui me rebutait par son pitch, donc je n'étais pas allé le voir au cinéma. Ça s'appelle L'épreuve du feu. L'histoire, c'est l'histoire d'Hugo, un jeune de 19 ans qui passe ses vacances dans une maison familiale sur une île. Mais sauf que cet été, ça va changer parce qu'il a été transformé physiquement, il a perdu plus de 30 kilos et il voit débarquer Queen, sa première petite amie, qui est une esthéticienne aux airs de cagole. Alors sur le papier, il n'y avait rien pour me vendre du rêve et pourtant c'est extrêmement bien écrit et c'est d'une justesse folle. Ça parle des premiers amours, du regard des autres et des préjugés, et ça joue divinement bien. C'est un vrai vivier d'espoir. Tous ces jeunes acteurs, ils ont tous une vingtaine d'années. Il y a Félix Lefebvre qu'on avait vu dans l'été 85, je crois, d'Ozon. Mon crime aussi, je crois qu'il était dedans. Mais c'est surtout Anna Verderosa, dont c'est le premier rôle. Elle est complètement folle. Elle a une palette de jeux mais hallucinante. Elle apporte énormément de profondeur à un personnage qui semble totalement superficiel au premier abord. Et
elle livre une prestation dingue. Franchement, le film, j'ai même hésité encore à le mettre plus haut tellement il m'a chopé, mais je l'ai vu il y a 2 semaines et je me dis voilà, c'est peut-être l'excitation du moment qui fait qu'il retombera peut-être un peu plus tard, mais j'ai failli le mettre beaucoup plus haut. Olivier, de ton côté, le 8, hein, c'est ça? Oui, c'est Superman. Alors on en avait parlé, je les ai toujours, hein, des réticences sur ce que James Gunn me propose. Ce Superman, tu vas pas être d'accord avec moi, mais très naïf. Voilà, je suis pas ultra fan du comédien, qui pour moi a pas un charisme dingo. Je préfère Nicolas Hoult qui fait Lex Luthor largement. Mais voilà, c'est James Gunn. Et alors, évidemment, il y a le spectacle, mais le spectacle n'aurait pas suffi. Là, il y a les idées de mise en scène, il y a des cadrages, il y a la BO qui est vachement chouette, il y a les dialogues. Il sait quand mettre de l'humour pas trop pipi caca à des moments plus décalés. Voilà, c'est James Gunn. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Voilà, pour moi, là pour le coup, c'est un vrai beau spectacle de qualité, même si encore une fois, bah je suis pas enchanté par tout, mais voilà, je mets ma subjectivité de côté. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages, trop de méchants, trop, voilà. Mais il crée son truc et ça fonctionne à fond et j'ai passé un très bon moment. Et Christophe, ton top 7. Mon top 7. Alors, on va retourner en Norvège et je vais pas faire très long parce que je pense que tu nous en reparleras un peu plus tard. C'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Alors, c'est un récit familial sur les non-dits et les secrets de famille. C'est deux sujets qui me touchent fortement. Et il y a un petit côté film dans le film parce que c'est un père qui essaye de renouer avec ses filles en voulant tourner son prochain film dans la maison familiale. La maison familiale, elle est filmée, il y a vraiment de la mise en scène. La maison familiale, ça devient presque un personnage à part entière. Et c'est surtout c'est ce trio d'acteurs qui est dinguissime. Il force jamais les émotions et pourtant il te submerge par leur regard, leur dialogue, les relations qu'ils ont les uns envers les autres. Le film, il a pas cessé de résonner en moi et au fil des mois, il remontait dans mon classement et il s'est arrêté à la 7e position, ce qui est déjà très bien. Bah, c'est énorme. Olivier, ton top 7. Top 7, The Brutalist, que je mets dans mon top. euh, pour moi, c'est presque une 7e place technique parce que voilà, il y a une mise en scène assez dingue, ça c'est clair. Encore une fois, des cadrages, la photo est magnifique. Euh, je trouve que Guy Pearce est magnifique. Euh, Après, voilà, moi il y a des choses qui encore aujourd'hui me gênent scénaristiquement, euh, qui me plaisent pas. Voilà, je l'assume, je dirais. Mais voilà, ça reste un film. Honnêtement, 2025, voilà, Brutaliste, c'est. Alors, je sais pas ce que vous allez en dire ou si vous en parlerez pas, mais pour moi, c'était un peu obligatoirement dans un top 10 2025. Même s'il y a beaucoup de choses qui me gênent, mais c'est un tellement beau film, faut le reconnaître. Mon numéro 7, un parfait inconnu, le biopic sur Bob Dylan, enfin en tout cas sur un moment de Bob Dylan de sa vie, où le moment où il va passer du folk à l'électrique, avec un Timothée Chalamet. Enfin, le film est de James Mangold, hein, précisons-le quand même, magnifique réalisateur. Timothée Chalamet est hallucinant. Enfin, il est même pas hallucinant pour moi. Il est vraiment Bob Dylan. Il joue les morceaux, il chante. Il y a quelque chose d'extrêmement incarné et que je trouve. Enfin,
d'un coup, pour moi, c'est Timothée Chalamet à ce moment-là, il est plus chichiteux à jouer son petit truc comme ça, ses petits regards, ses petites mimiques. Je trouve qu'il est complètement Bob Dylan. J'ai adoré le film. Je connais très 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 mal l'œuvre de Dylan, mais d'un coup ça m'a donné envie. Alors un peu comme j'en parlais aussi sur Deliver Me From Nowhere que j'ai mentionné sur Springsteen, ça m'a donné envie de réécouter, de me replonger en tout cas là-dedans ou de m'y plonger un petit peu plus en ce qui concerne Dylan. Le personnage est assez détestable et je trouve que c'est voilà que c'est très bien fait. Edward Norton aussi est magnifique dedans. Voilà, Oui. c'est un très 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 beau film qui m'a énormément plu. Christophe, est-ce que tu veux nous donner ton numéro 6? Alors, mon numéro 6, c'est un film brésilien. Ça s'appelle Je suis toujours là. C'est sorti en tout début d'année. C'est une chronique familiale au cœur de la dictature des années 70 au Brésil. Et le film, j'ai beaucoup aimé par la puissance émotionnelle qu'il dégage. Il est en deux parties. Dans une première partie, tu vas avoir énormément de scènes qui vont transpirer l'amour de cette famille. Puis ça va rentrer en contraste avec le deuxième acte du film qui est beaucoup plus brutal, sombre et tragique avec justement, c'est l'histoire d'un père de famille qui se fait kidnapper par la dictature. Et il y a un énorme travail sur la mise en scène qui va jouer sur les émotions des spectateurs, ça, avec le travail sur les lumières, sur la musique, sur les cadres et les hors-champs. Et il y a surtout Fernanda Torres, qui est le personnage central du film, qui cherche à retrouver son mari, qui est une femme forte, déterminée. Elle avait été nommée aux Oscars, elle l'avait pas eu, mais elle méritait vraiment sa place aux Oscars parce que sa prestation est très belle. Et Je suis toujours là, c'est le meilleur titre de film de l'année parce que il a un double sens. Et Je suis toujours là, le père disparu, et Je suis toujours là, cette dictature qui reste omniprésente malgré les années. Magnifique. Ça, c'était ton numéro 6, hein, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Moi, je donne aussi, parce que je me perds un petit peu dans mes notes. Mon numéro 6, Olivier, tu l'as cité. Pour moi, je le mets un tout petit peu plus haut, Superman. Parce que je trouve que, contrairement à toi, David Corenswet, je crois que c'est ça son nom, Ouais. je le trouve vraiment très bien dedans. Il y a une scène au début. En fait, ça commence dans de la baston et dans tout ça, mais en fait, il y a le génie de James Gunn, c'est de savoir détourner à chaque fois les choses. Et la scène qu'il a avec Lois Lane, qui ne se passe que dans l'appartement de Lois Lane, et qui doit durer qui est quand même assez longue, et quand même une scène d'affrontement où on voit toutes les incohérences de Superman, on voit toutes ces contradictions, je devrais dire plutôt qu'incohérences. Je trouve qu'il y a des sacrés revirements dans le scénario auxquels on ne s'attend pas du tout concernant les parents de Superman et de leur message. James Gunn est trop fort parce que dans un univers parallèle, il fait des petits trolls. Et tous les petits trolls deviennent des singes énervés. Et on imagine très bien que c'est tous les Snyder Zoos qui sont là en train de dire hey, retournez Snyder et on veut que Snyder et c'est le seul Superman qui compte. Il fait ça avec tellement d'intelligence, ce type. Les dialogues sont merveilleux. Je suis d'accord avec toi, la performance de Nicolas Hoult sur mince, j'ai plus son nom au méchant. Lex Luthor. Merci, Lex Luthor. Elle est vraiment superbe. Voilà, c'est un film que j'ai vraiment aimé, qui m'a plu parce que je trouve qu'il était très attendu au tournant et pour moi, il a plutôt rempli le scénario. Le DC Universe qui est en train de créer James Gunn, et je le mets entre parenthèses ici, n'hésitez pas à vous jeter sur Peacemaker, saison 1, saison 2, si vous n'avez pas vu. Ça a du sens. C'est un mec qui donne du sens à chaque chose, et j'aime vraiment beaucoup cette façon de tourner à la courte focale. Donne aussi un certain grain pardon, à son film. Est-ce que tout le monde a donné son numéro 6? Oui. À toi? Ah non. Si. Olivier, tu n'as pas donné ton numéro 6, Non. hein, c'est ça? Non. Eh ben, donne-le ton numéro 6, la pause est après. Eh ben alors là, vous allez pas être du tout d'accord avec moi. Et comme j'avais pas fait la critique la dernière fois, je vais prendre 30 secondes en plus, Vas-y, si vas-y. tu le permets, comme j'ai fait Je t'en sur prie, je d'autres. t'en prie. C'est Zootopie 2. Parce que maintenant, pour l'avoir vu, je suis pas d'accord.
moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu le même film. Ah oui, il y a des thématiques. On va pas revenir dessus. Vous en avez parlé très bien la dernière fois. La thématique, elle est commune, voilà. Après, je trouve qu'il y a des tas de choses. On sort du zootopie principal. Je parle en termes de lieu. On va le Marais, tout ça. Il y a des méchants c'est pas exactement la même, les mêmes fondamentaux que la méchante précédente. Euh, et je trouve vu qu'ils partent dans l'idée du buddy movie, le premier c'était officiellement 48 heures, le flic avec le, euh, le petit gangster, tout ça. Ils creusent un peu le truc et l'idée, bon, je spoil microscopiquement, euh, il y a cette idée quand ils font des franchises de buddy movie, le moment où entre guillemets, c'est eux les méchants, on croit que c'est eux les méchants, ils sont accusés, ils sont obligés de bosser encore plus hors ligne que ce qu'ils font d'habitude, même ils ont plus leur plaque et tout, ils doivent prouver qu'ils sont innocents. On retrouve ça, donc pour moi, ils vont à fond dans l'idée de on reste dans tout ce qui est buddy movie des années 80, 90. Je trouve que ça fonctionne. Alors après, voilà, moi je suis fan, je suis fan. Ces deux persos me plaisent, le monde me plaît. Alors j'ai trouvé moins bon que le premier. Pour moi, le premier, c'est un de mes animés préférés. Alors moi, c'est du 10 sur 10 le premier. Là, c'est un peu en deçà quand même, je reconnais. Euh, mais pour moi, ça, dans mon cœur de gamin, ça a vraiment fonctionné. J'ai passé un super moment. Voilà. Et c'est le top 6 plaisir, là, on va dire. Bien sûr. Tu l'as vu en français ou en anglais? C'est ma question par rapport aux animés. En français, tu sais, maintenant que Ouais. je suis en province. Et excellente. Ouais, et Excellente, puis il y a mais un animé où ça reste du doublage et on a de oui, très oui, bons oui. Ah doubleurs oui. pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Non, et puis là, ce qui est agréable, c'est que c'est pas un doublage de star comme Non, et puis moi L'âge j'allais de parler glace. de. Oui, oui, Pardon. non, mais je sais pourquoi tu demandes ça. Ouais. Euh, c'est pas L'âge de glace avec Lanvin, Elise Moon, euh, Cassel et compagnie. Là, c'est des vrais doubleurs. Donc c'est le Alors métier attention, c'est des vrais acteurs de doublage. C'est des de vrais doublage. acteurs qui font aussi T'as raison. du Non, non, mais t'as doublage parce raison que de. justement, Alexis Victor qui fait le renard te reprendrait là-dessus en disant non, non, on n'est pas des doubleurs, nous sommes des acteurs et nous faisons aussi nous sommes aussi des acteurs de doublage. Oui, oui, je me suis mal exprimé. C'était pour faire la différence Bien avec sûr. on prend pour mettre sur l'affiche Oui, des avec Gérard ressas. Lanvin, Ouais, machin, Tom Cruise, truc. Euh, voilà, donc oui, en plus la VF est assez mortelle. ouais, je suis d'accord. La voix du renard est Hmm. mortelle. Il amène au personnage le côté roublard et tout. Voilà, c'est pour ça, c'est aussi pour ça. Moi, j'ai passé un super moment. Je suis dans Zootopie, je les vois et en plus moi qui suis un fan absolu du cinéma des années 80, 90, des armes fatales, des Die Hard, 48 heures et compagnie, je prends mon pied quoi. Je vous propose une très très légère pause dans ce top 5. Je me suis rendu compte que lorsque moi j'ai déroulé tous les films j'avais donc pris des notes parce que sinon j'oublie les films, c'est une catastrophe. Euh, j'ai vu au fur et à mesure que des films avaient vieilli différemment en moi, alors parfois dans le bon sens, comme je l'ai dit pour le matérialiste, et parfois dans un autre sens. Et est-ce que vous aussi, ça vous donne vraiment est-ce que vous avez changé des notes, par exemple? Parce que moi, je mets des notes, voilà, sur 5, à chacun des films que je vois, parce que ça me permet de savoir, de définir, de me donner en tout cas une ligne. Est-ce que pour vous, vous avez ce sentiment aussi de ces films qui mûrissent différemment en vous et sur lesquels, d'un coup, vous mettez à la baisse ou vous remettez un petit peu à la hausse, Christophe? Oui, bah, c'est ce que je disais par exemple sur Hmm. Valeurs sentimentales que j'ai revu continuellement à la hausse. Et moi, je note tous les films que je vois aussi, je les note sur 20 pour essayer d'avoir une plus grande nuance parce qu'il y a beaucoup de films, sinon je me retrouve avec tous les films à la même note, c'est un peu plus compliqué. Et oui, j'en ai qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, et j'en ai où au fur et à mesure, bah, je vois que quand je l'ai vu, oui, j'ai trouvé ça bien, et
petit à petit, il me reste pas grand-chose. Et alors un film, quand il te reste pas grand-chose, au final, Ouais. est-ce qu'il t'a vraiment apporté? Alors que d'autres films vont vraiment énormément résonner en moi, comme là, quand on va arriver dans mon top 3, top 4 même, c'est totalement le cas. Olivier, ton côté aussi, ça mûrit différemment? Un petit peu différemment, on va dire sur l'année, ça change pas souvent. Là, je regarde ma liste, ça a été à peu près, oui, il y a peut-être des choses, mais qui sont plus en fin de liste, que j'aurais peut-être mis en 10e un moment, mais que là, finalement, je mets pas, ou que il aurait été limite. Ouais, en fait, c'était vraiment bien, donc je le mets 10e, 9e. Mon top, surtout cette année, mon top a été assez clair. Après, c'est souvent quand je les revois, mais c'est pas dans l'année, hein. C'est des fois quand je les revois 2, 3 ans plus tard. Moi, pour faire la résonance sur ce que dit Christophe sur sa notation, moi je note sur IMDb, c'est sur 10. Oui, il y a des trucs que j'ai mis 8 sur 10. Et je me dis, ouais, quand même 8. Bon, oui, c'était sympa, je mets 6 sur 10, mais voilà. Mais là, non, c'est plutôt là, cette année, j'ai vu la progression en voyant les films. Comme vous hein, aussi, de se dire, ouais, bah là, pour le moment, c'est dans mon top 3. Ouais, et puis tu vois un autre film et tu fais, ah ouais, bon, ouais, celui-là, quand même. Là, ça n'a pas trop bougé sur l'année. Bon, après, il y a eu des choses qui sont arrivées en fin d'année et voilà, qui ont fait bouger le top. Mais non, moi, mes choix 2025 n'ont pas plus bougé que ça. Eh bien, on reprend, puisque je vais le donner, moi, mon top 5. Alors là, vraiment, on rentre. Pour moi, le top 5, c'est difficile de dire. Il y a 5, 4, 3, 2, 1. C'est presque un amalgame. Mais bon, j'essaye de jouer sur le truc. Mon top 5, c'est The Life of Chuck, qui m'a foutu. Je dirais même que c'est un top 1 en termes d'émotion. Parce que ce film a tellement touché. Il y a c'est donc un film de Mike Flanagan avec Tom Hiddleston principalement et un Mark Hamill que je n'avais même pas reconnu, sachant que je n'avais rien vu du film, je n'avais vu que l'affiche et je me suis dit je veux voir ce film. Le film est très étonnant du début à la fin et je comprends ce qu'il raconte. Il y a cette réplique où il dit je suis merveilleux, je mérite d'être merveilleux et je porte en moi une multitude de personnes dans le contexte du film qui m'a découpé en deux. Je trouve le film ouais, époustouflant. Je le trouve très sincère. Le film est beau. Il y a une scène de danse sublime en plein milieu du film. Tom Hiddleston confirme qu'il est un acteur, je sais pas, incroyablement charismatique. Voilà, c'est un film que j'ai très. Alors, j'ai à la fois hyper envie de le revoir et en même temps très peur de le montrer à d'autres personnes autour de moi en me disant bon bah tiens c'est un film que j'ai adoré et si la personne n'aime pas j'ai l'impression qu'elle va me dire je ne t'aime pas donc voilà c'est un film sur lequel je vais avoir beaucoup de mal que je vais avoir beaucoup de mal à revoir dans ce sens-là. Christophe, ton top 5. Alors, je commençais à vous voir vous inquiéter parce que je l'avais toujours pas cité. Donc, mon numéro 5, c'est Sirat. Sirat, pour moi, ça a été Je te ma couperai au séance la montage. plus. Ça aura été ma séance la plus marquante de l'année. Ça a été une expérience sensorielle qui m'a secoué comme rarement le cinéma le fait. J'ai trouvé qu'il a un budget dérisoire de 6 millions et il a une maîtrise technique pour son budget qui est assez dingue, que ce soit la musique, le travail sur le son. Moi, je trouve que les plans sur le désert sont fous. Et puis, il y a toutes ces scènes chocs. C'est un film radical et mal aimable, mais moi, il m'a cloué au fauteuil et j'ai mis vraiment de longues minutes à m'en remettre après ma séance. Et après, je me dis, parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression que j'ai vraiment aimé une purge. Et je me dis que le film a quand même eu un beau succès public. Et puis, il est un peu nommé partout dans les festivals de prix de fin d'année. Et donc, je me dis que c'était peut-être pas si mal que ça. Non, mais toi, t'as un lecteur des Inrecuptibles, c'est pour ça. Olivier, ton top 5. Ah bah là, c'est haute salle, haute ambiance par rapport à ce que tu viens de dire, Christophe. Moi, c'est F1. Bon, je vais pas, je vais F1. pas passer dessus parce qu'en fait, c'est les mêmes intentions, enfin la même critique au sens donner son avis que Lilian. Hein. Voilà. Alors moi, pour le coup, je l'ai vu en IMAX, donc Mmh. t'as les
avec je l'avais dit à l'époque, avec les sièges qui tremblent, avec le ramdam des bagnoles qui roulent. Euh, voilà, effectivement, Brad Pitt dans tout son charisme. Voilà. Oui, c'est Nawak, le mec, il a 60 ans, il reprend le truc, il aime tout le monde. Mais c'est le genre de film, à un moment, tu t'emballes, quoi. Voilà. C'est techniquement. Alors, euh, il y a le spectacle intelligent quand je parlais de Superman, et puis tu as le spectacle technique. Et là, t'es dans la bagnole, je te dis, il y a eu un moment, j'ai eu l'impression de sentir le goudron quand il dérape quand il fait sa séance d'essai, qu'il y a les pneus qui craquent et tout. Euh, je viens de sentir le pneu brûler. Voilà. C'est- J'ai envie de dire, alors, il y a à boire et à manger dans ce que je dis, et puis il y a des gens qui seraient pas d'accord avec moi. Mais comme on l'avait dit au moment de Top Gun, on disait Tom Cruise a sauvé le cinéma en salle. Ouais, c'est du cinoche, quoi. Moi, j'aime le cinoche. Et Juste puisque un tu... petit mot sur F1 Oui, parce que quand on a fait la je t'en prie, critique, vas-y, vas-y. j'avais pas vu le film entièrement. Oui, Je l'ai oui. fini de film. Bon, je me suis pris à 3 fois pour le finir, mais je l'ai fini. Et alors, je suis pas, je reste que je suis passé à côté, mais je pense quand même que c'est un des meilleurs blockbusters qui est sorti cette année. Les scènes de course sont vraiment totalement dingues. Après, pour moi, il souffre vraiment du syndrome de Mission Impossible 8. C'est que moi, entre les scènes de course, je me suis vraiment fait chier, et ce qui fait qu'à chaque fois, je coupais ma vision du film. Mais ouais, non, Ouais, mais il y visuellement, a plus d'action que dans Mission Impossible 8. Oui. ah ouais, possible, oui. Ah ouais, ouais, Et ouais. puis l'histoire que j'y crois, mais absolument jamais de chez jamais, ça m'aidait pas à vraiment rentrer dans le film. Dans un cinéma, j'aurais peut-être été plus absorbé par le spectacle, mais c'est vrai que l'histoire, j'ai vraiment eu du mal, mais très grand spectacle. Et quand tu vois les propositions de blockbuster qu'il y a eu cette année, bah, comme Sinners, au moins, c'est pas une licence, c'est un peu nawak, mais je pense pas que ça. La première fois que j'ai regardé, je me disais ça se prend un peu trop au sérieux, mais Oh, finalement, en ayant vu tout le film, je pense que finalement les mecs ils sont au-delà de ça, ils font nawak, ils ah s'en ouais. foutent un peu. Brad Pitt, il est entièrement second degré. Il en Oui, fait oui. Oui, oui, deux je tonnes et pense. On demi. va pas refaire la critique, les Voilà. amis. On va Non, pas mais le refaire. fait d'avoir vu la fin du film, je l'ai remonté quand même dans mon estime. Alors, Olivier, on était sur toi. Tu aimes le cinéma. Et puisque tu aimes le cinéma, tu vas te donner ton film qui est top 4. Eh ben, c'est drôle parce que c'est vraiment euh, le jour et la nuit avec F1. Et moi, tu dis qui aime le cinéma, machin, je l'ai malheureusement vu sur Netflix. Je vous en avais parlé en off. C'est Train Dreams. Je sais plus le nom du réalisateur. C'est avec Joel Edgerton qu'on a pu voir dans Exodus, dans Gatsby le Magnifique. Euh, on n'est pas loin. Faut toujours donner un peu une référence pour que les gens visualisent. On n'est pas loin d'un Terrence Malick. Alors avec la philosophie de comptoir qu'on peut lui reprocher de temps en temps. Là, c'est complètement contemplatif. Ça se passe dans le nord-ouest américain au début du XXe siècle. C'est dans les années 10. Euh, c'est l'histoire d'un gars, joué donc par Joel Edgerton, qui travaille dans les trains. C'est lui qui met les rails. Vous savez, on voit ça dans les Lucky Luke, là, avec les Chinois et tout ça. Et c'est la chronique de sa vie. Il se marie, voilà, je veux pas spoiler, mais il se marie. Sa femme, c'est Felicity Jones. Elle est magnifique comme d'habitude. Décidément, ouais. Ouais. Et voilà, c'est la chronique de sa vie. C'est un film sur la solitude, sur la nature qui nous entoure, qui parfois nous aide à survivre parce que elle est belle, parce que alors ça paraît un peu couillon la façon dont je dis ça, mais voilà, encore une fois, c'est comme pour la bicyclette, c'est très humain, il y a peu de dialogue, il y a une voix off intelligente, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films quand il y a une voix off. C'est ça, donc ça donne un côté conte au film parce que la voix off raconte ce qui se passe dans les yeux, dans la tête de ce personnage.
Je, Comme on le dit souvent, moi le seul petit point négatif que je mets, c'est Netflix, donc je l'ai vu même sur un bel écran, mais ça reste un écran de télévision. Je pense que dans une salle, dans le noir, c'est juste débordant d'émotions. J'ai adoré. Ça aurait même peut-être pu être un peu plus haut, mais il fallait faire des choix parce que comme tu dis, Lilian, à un moment, bon, ton top 4, c'est du 1 à égalité. Oui, J'ai oui, adoré. oui, oui, carrément. J'ai pas eu le temps de le voir, mais le film me tente énormément. Christophe, justement, ton top 4. Alors, mon top 4, bah, t'en as parlé tout à l'heure, c'est Life of Chuck. Hmm. Pour un peu toutes les mêmes raisons que toi, le film c'est un ovni cinématographique en 3 actes et chaque acte aborde un genre différent, mais ils vont se rejoindre sur un point, c'est sur la poésie que le film dégage. Ça questionne sur le sens de la vie, sur nos regrets, sur les priorités et on parlait de films qui résonnent longtemps après l'avoir vu. Hmm. Moi, ouais, ce film-là m'a énormément marqué. Et puis bon, il inclut une scène de comédie musicale, donc forcément je perds toute mon objectivité, mais la scène de danse elle est tellement belle. Et je crois que tu n'en as pas parlé tout à l'heure, mais Marc Hamill dans le film, moi, j'ai mis du temps, je l'ai pas reconnu pendant le film, Ah si, j'ai si, vu c'est ce qu'il que jouait j'ai dedans. dit. Ah non, j'ai dit, je l'ai dit. Si, Moi, si, j'avais on l'a rien parlé. vu. Ouais, je l'ai dit. Tu m'écoutais Et, pas, mais je l'ai dit. et ouais, il est bouleversant, Marc Manger. Hamill. Et non, c'est un vrai. Le sujet est sombre, mais c'est tellement empreint d'une légèreté. Et c'est un film lumineux. C'est très 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 beau film. C'est de la poésie. C'est incroyable. Numéro 4. Numéro 4, hein, c'est ça, hein, pour moi. Ça, c'était le 4. Là, c'était le 4, mais moi, je vous ai pas donné mon 4. Moi, je vous ai pas donné mon 4. Vas-y, vas-y. Euh, Left-Handed Girl, qui est donc un film, alors je vais détruire son nom, Tzu Merci. Ching, voilà, je vais faire comme Christophe. C'est l'histoire d'une mère célibataire et de ses 2 filles qui sont âgées de 20 et de 5 ans qui s'installent à Taïwan, pour ouvrir une cantine dans un marché nocturne. La productrice, dont Tzu Ching, elle a l'habitude de bosser avec Sean Baker. Là, d'ailleurs, je crois que Sean Baker il n'a pas co-réalisé, il a fait le montage. Coécrit le scénario. Il a coécrit le scénario et fait le montage. Le film alors c'est pareil, hein, on est complètement d'accord. Hein, le top 5, c'est quasiment des top 1, mais sur des différentes choses. Moi, ça a touché à un truc tellement dingue de voir cette petite gamine qui joue extraordinairement bien parce que elle est gauchère et t'as son grand-père qui lui fait oh là là, c'est la main du diable. Et tout se passe à l'intérieur. Il y a plein de petites histoires. Il y a un retournement de situation. Il y a une scène qui se passe dans un restaurant à la fin du film qui est une espèce de festen extraordinaire. Alors c'est vrai qu'on n'a pas, moi j'ai pas le cinéma asiatique, j'en suis un petit peu plus loin, mais là, on sent que c'est toujours tout est très rentré. Tout ce qui sort, c'est magnifique. C'est extraordinairement bien filmé. Alors, je crois que c'est filmé avec l'iPhone, c'est ça, hein, quasiment, je crois, Christophe. Oui, à l'iPhone. Ouais. Et donc, ça donne des plans un peu étonnants. C'est très brut et en même temps, c'est vachement travaillé. La gamine, mais vraiment, t'as envie de l'adopter. Tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est superbe. C'est un film merveilleusement émouvant et d'une drôlerie, mais je n'en pouvais plus dans le cinéma. Et vraiment, pour les dernières 20 minutes, vers 30 minutes qui se terminent dans une espèce de catharsis totale, je trouve ce film, mais il pourrait être plus haut, mais c'est la pépite pour moi, vraiment, de l'année. On rentre dans le top 3, les amis. On rentre enfin dans le top 3. Donc là, je pense qu'on va tous être d'accord sur le top 3, sûrement. Christophe, ton top 3. Bon, à force, vous avez spoilé à peu près tout mon top. Donc, en troisième position, je vais reparler de À bicyclette, dont nous Ah, a touché quelques mots, Olivier. Moi, j'ai trouvé que c'était un vrai bijou d'humanité, ce film. Et le côté docu-fiction, c'est ce que j'ai trouvé fort, c'est que tu as du mal à identifier les scènes qui ont été écrites et les scènes qui ont été prises sur le vif, parce que tout sonne vrai dans le film. C'est assez fou. Et alors, oui, le sujet est extrêmement dur, parce que ça parle quand même de... Il a perdu un enfant, il part sur les traces de cet enfant sur un voyage qu'il avait fait à vélo.
Mais même si ça vient chercher les larmes, il y a vraiment des scènes extrêmement touchantes. Comme disait Olivier, c'est très drôle. Moi, ça m'a valu la scène du Airbnb, c'est ma plus grosse barre de rire de l'année. Je me rigolais dessus, j'en pouvais plus pendant ma séance. Et c'est surtout une superbe leçon d'amitié. Moi, ça m'a fait. Je marche très souvent avec un ami qui se reconnaîtra. On fait des randos ensemble et ça me rappelle les virées qu'on fait avec les moments d'échange, de rire, de philosophie, de prise de tête. Mais avant tout, c'est l'histoire d'amour qui nous unit et c'est ça qui transparaît du film. C'est une vraie leçon d'amitié. Très, très beau moment d'humanité. Olivier, ton top 3? Numéro 3, Sinners. Pareil, je sais qu'on n'est pas spécialement d'accord dessus. On en avait parlé en début d'année dans la critique, donc je vais pas revenir C'est dessus. Mais Lilian qui a des goûts de chiottes là-dessus. C'est vous qui avez pas vu que c'était un film raciste. je le vois toujours pas. Bon, mais bon. Et en plus, j'ai essayé de me renseigner. Hein. Je suis allé sur différents forums et tout. Bref. Non, je vais redire ce que j'avais dit maintenant, il y a quasiment un an. Hein. Pour moi, c'est un film complet. Alors déjà, effectivement, Christophe en a beaucoup parlé sur d'autres films. C'est pas une franchise, voilà, c'est un blockbuster. J'ai envie de dire un blockbuster à petit budget quand on voit ce que coûte un blockbuster aujourd'hui. Mais euh, moi, je suis quand même assez fan de ce que fait Ryan Coogler. Bon, oui. Quand il fait des suites, c'est moins, il se laisse un peu aller, mais son premier, il y a beaucoup de défauts, mais son premier Black Panther, le premier Creed, mais voilà, je trouve que c'est super bien mis en scène, c'est super bien éclairé. Il y a quand même beaucoup d'originalité dans le scénario. Il y a deux scènes musicales. Je pense que Christophe serait d'accord avec moi ou sera d'accord avec moi. Il y a deux scènes musicales, une à l'extérieur du bar et une à l'intérieur du bar, qui sont juste assez dingues. Euh, voilà, pour moi, c'est un film très complet. J'ai passé un super moment. Il y a des moments un peu what the fuck, mais je l'avais beaucoup aimé. En plus, encore une fois, c'était sorti dès janvier. Je m'étais dit ça, sauf surprise, ça sera dans mon top 3, 5. Voilà, bah ça pour le coup, par rapport à ce que disait Lilian tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup bougé. Voilà. Eh bien, dans mon top 3, de mon côté, Christophe, tu en as parlé, évidemment, valeur sentimentale. Je me permettrai de te corriger en disant, tu parles du trio, c'est quasiment un quatuor avec Elle Fanning qui arrive aussi. Alors le relais arrive un petit peu plus tardivement, mais il est quand même très très important et j'avais jamais vu Elle Fanning jouer aussi bien. Évidemment, Renate Reigns, pour moi, c'est pas genre la meilleure comédienne norvégienne, parce que je connais aucune autre comédienne norvégienne. C'est pour moi l'une des meilleures comédiennes actuelles, tout simplement. Si vous n'avez pas vu Julie en 12 chapitres, j'avais montré Julie en 12 chapitres à Nella, on dit oh bon, et puis en fait, on est resté scotché. Stellan Skarsgård, on ne présente plus. Et évidemment, Inga X c'est impossible à dire son nom, mais qui joue sa sœur, elle est extraordinaire aussi. Je trouve le film, c'est le film le plus intelligent, presque pour moi, au sens, bon voilà, ça va explorer de la psyché, c'est la maison, tu en parlais, Christophe, elle est un des personnages du film aussi. Les rapports entre ces personnages, tout ce qui se passe même dans la manière de filmer ce vide entre des personnages, on sent qu'il y a de la matière entre les regards qui se donnent. Le film est d'une précision, c'est chirurgical. Moi, je trouve que c'est le film qui a fait appel à le plus d'intellect chez moi. Voilà, contrairement, je parlais aux émotions de Life of Chuck, enfin, je vais dire presque plus primaire. Là, on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu intellectuel, mais dans le bon sens du terme. Je trouve que c'est un film et il continue de. Alors, je le mets 3 parce que voilà, je mets 3. Mais je trouve que c'est un film qui va continuer de mûrir, comme Julie en 12 chapitres continue de mûrir en moi, ce film. Et je trouve que c'est un film voilà, qui est tout simplement remarquable et sublime. Et donc,
on arrive dans le top 2. Alors là, ça va être compliqué, hein, le top 2. Je vais donner mon top 2 en premier, comme ça je vous laisserai donner votre top 1, parce que j'imagine qu'on risque à peu près d'avoir les mêmes, parce que quand je regarde effectivement les critiques un peu à droite, à gauche, je vois bien que la plupart du temps, le film qui arrive en première position, c'est à peu près le même, mais on peut y avoir une surprise. En tout cas, moi, Le Brutaliste, je l'ai mis en position 2. Vous en avez déjà parlé. Alors, je comprends les réticences d'Olivier. Je comprends la deuxième partie qui répète la première, mais en appuyant davantage. Mais je trouve que ça a du sens. Adrienne Brody, bien évidemment, est extraordinaire. Felicity Jones dans la deuxième partie, puisqu'elle n'arrive véritablement qu'à ce moment-là. À la toute fin, elle a une scène qui est absolument gigantesque, que je trouve vraiment. Mais donc Felicity Jones, pour celles et ceux qui ne voient pas tout à fait qui c'est, mais c'est le personnage principal de Rogue One. Guy Pearce aussi, qui est merveilleux, très 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 sulfureux. Et je trouve que le film est, pour l'expérience au cinéma le matin, de me retrouver dans une interséance, un entracte qui était incroyable, et les gens se regardaient durant l'entracte, et on était avec ce piano là, avec le décompte qui se met en place. J'ai même pas voulu sortir de la salle pour aller pisser un coup. Je suis resté parce que j'avais envie de sentir cette expérience. Et je trouve que c'est filmé majestueusement. Enfin, quand tu sais que le film a été tourné, je crois, en 30 jours, si je dis pas de bêtises, c'est de Brady Corbett, c'est incroyable. Donc le film est pour moi resté tout en haut, tout en haut. Et je pense même que c'est ce genre de film qui marque pour moi presque l'histoire du cinéma, tellement je trouve il est prégnant. Christophe, ton numéro 2. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Left-Handed Girl. Ouais, pour toutes les raisons que tu as dit, c'est un drame lumineux. Le film fait un bien fou. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à l'émotion que j'avais ressentie pendant Little Miss Sunshine. Et puis notamment avec cette petite gamine c'est vraiment le cœur émotionnel du film, même si chaque membre de la famille a vraiment son arc narratif, même la grand-mère qui est un peu en retrait, mais elle a vraiment elle apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Oh là là. Et c'est filmé de ouf, c'est le travail sur les couleurs, sur la façon dont ça traite les lumières, parce que ça se passe principalement dans un marché nocturne. Et ouais, non, c'est beau. Le fait que ce soit tourné à l'iPhone, c'est pas que accessoire parce que il filme la gamine, on la filme tout le temps à hauteur d'enfant et elle est toujours en train de courir dans ce marché et ça mène énormément de fluidité au mouvement de caméra, le fait de tourner à l'iPhone, ce qui aurait peut-être été un peu plus difficile avec un gros système. Et puis moi, je me suis attaché de fou à tous ces personnages, toutes ces femmes. C'est vraiment un film sur l'émancipation de la femme, mais ça interroge aussi sur les traditions, la place des hommes dans cette société chinoise. Et puis il y a la scène du repas dont tu as parlé. La scène du repas, rien que pour cette scène du repas, faut voir le film. Et très 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 beau moment d'émotion à découvrir. Il a fait très peu d'entrées, il n'est pas resté longtemps au cinéma, mais et puis il y a ce côté Shane Baker parce qu'il a été scénariste et producteur et on retrouve ce qu'il y a dans le cinéma de Shane Baker avec des personnages de femmes, souvent personnages de femmes fortes et complexes et il juge pas ces personnages, il les montre justement dans leur complexité, c'est ce qui les rend encore plus attachants. Tu l'as pas vu toi, Olivier, hein, je crois. Non. J'ai hâte que tu le vois et que tu nous dises peut-être. C'est de la merde. Non, je pense pas. Non, que tu nous dises dans une séance. Au contraire, c'est le genre. Ouais, il faudra que tu nous dises en séance de rattrapage. Ouais. Je pense que ce sera pour le coup, c'est le genre de film qui me touche. Oui, moi j'ai très confiance. Oui, aussi. La connaissant tes goûts, tu devrais. Moi, tout le monde devrait aimer ce film de toute façon. C'est comme on peut pas ne pas aimer. Non. Ou alors, faut pas avoir de cœur ou d'être chroniqueur à l'heure des pros. Donc, je vais pas politiser cette émission. Pourtant, si, le cinéma, c'est politique. Olivier, ton numéro 2. Eh ben, on parlait d'émotion, d'avoir du cœur. Life of Chuck. Ça a longtemps été même premier. Là, pour le coup, ça a longtemps été premier.
Euh, c'est pareil. On en avait pareil, on en avait parlé. J'ai eu un peu le même type, peut-être en plus fou, parce qu'il y a ce côté fantastique qui part sur. Putain, mais où il veut nous emmener là? Mais où il nous emmène? Euh, Hmm. et Stephen King et Flanagan. Puisque oui, je sais pas si vous l'avez, je crois pas que vous l'ayez dit, c'est tiré d'une nouvelle de Stephen De King. Stephen King, ouais. Euh, Comme à peu près tout ce euh, qui sort au cinéma en ce moment, en fait. ouais, c'est clair. Et à la télé. Et à la Et, télé. euh, et voilà, moi j'étais scotché à mon siège et cette émotion, ce truc, encore une fois, moi je crois que de plus en plus dans le monde, j'ai l'impression d'être un neuneu en disant ça, mais dans le monde dans lequel on vit, dès qu'il y a du cœur dans un film, moi Bien sûr. ça m'émeut. Hmm. Et j'avais ressenti ça à l'époque, vous vous en souvenez, parce qu'on en a beaucoup parlé, ça avait même été numéro 1 de mon top à l'époque. C'était le Walter Mitty de Ben Stiller. Hmm. On retrouve ce truc sur qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain, en tant qu'homme ou femme, hein, homme avec un grand H. Euh, Vivons notre vie, arrêtons de nous arrêter à des dictates, à ce que pensent les autres. Euh, et puis tout en pensant aux autres. Moi, ce truc, je veux pas trop en dévoiler, mais voilà, ce merci pour ces 39 ans où on se dit, mais on a l'impression que c'est un présentateur télé, c'est voulu, hein, présentateur télé vedette qui prend sa retraite, et en fait, tout, enfin voilà, je veux pas trop en dire, je veux que les gens le découvrent. C'est passé sous les radars, c'est comme le film asiatique dont vous avez parlé. Euh, c'est un peu passé sous les radars. On en avait beaucoup parlé au moment de sa sortie parce que beaucoup de festivals, des prix. Euh, et puis finalement, ça n'a pas marché. Ils l'ont pas sorti sur beaucoup d'écrans aux États-Unis. Et voilà, moi c'est le genre de d'émotion au cinéma que j'aime avec des personnages qui ont du cœur, qui vous donnent envie d'en avoir aussi. Voilà, numéro 2. Ça, comme je vous dis, ça a été longtemps numéro 1. Mais Ouais. Mais je pense que on va être tous les trois d'accord, a priori, sur le film qu'on aura placé numéro 1. J'ai plutôt le sentiment. oui, Euh, Christophe aussi, j'imagine que oui. Il y a des chances. Pour une fois, Pour au une moins, il fois, y a je quelqu'un pense qu'on va être, qui va nous accorder. pour une fois qu'on est tous les trois d'accord, bah, je vous propose aller à 1, 2, 3, on donne le titre en même temps, mais enfoncé allez, pour Christophe, à 1, 2, 3, une 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 bataille 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 après après l'autre. l'autre. après l'autre. Qui veut en parler en premier, Christophe? Alors, bon, moi j'adore Paul Thomas Anderson, mais je pense que c'est clairement son film le plus grand public et c'est loin d'être le plus mauvais. Pour moi, après Magnola, c'est son meilleur film. C'est une comédie noire et satirique sur l'Amérique contemporaine et c'est d'une maîtrise absolue. Formellement, c'est carrément un sans faute. La mise en scène, le montage, les cadres, la musique, il y a tout qui est là pour te mettre une ambiance qui est complètement dingue. Le gars, il arrive à te mélanger la tension, le chaos et à en retirer de la beauté. Moi, je retiens, comme beaucoup, je pense, cette scène de course-poursuite. Le mec te réinvente la Oh là course là, automobile oh dans là là une là là, scène qui est mythique. Pour moi, oh c'est là une scène là. qui va traverser les années. Mais bien sûr. Et, et chaque plan est extrêmement travaillé. Il utilise du VistaVision, qui est les plans en extérieur, et ils ont une dimension folle. Ça donne un petit peu un côté polar, pas polar western plutôt, même si le film a un côté polar. Mais ça donne vraiment les scènes en extérieur. Tu as vraiment ce grain du western. Et puis l'autre truc qui est démentiel dans le film, c'est alors tout son casting. Je vais pas tous les citer parce qu'ils sont fous tous fous, mais Sean Penn, c'est pour moi Son plus grand rôle. c'est presque la prestation de sa vie. C'est il te crée un des antagonistes les plus marquants de ces dernières années. Le gars, il est possédé par son personnage et il arrive à le rendre à la fois magnétique, détestable et vulnérable en même temps. C'est génialissime. Très 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 grand film. Avant de passer la parole à Olivier, complètement d'accord sur tout ce que tu viens de dire.
toute façon, on a vu le film ensemble avec Olivier. On a eu ce bonheur et cette chance pendant qu'il était à Paris et on a C'était après Sirat, vous m'aviez fait croire que qu'on vous aviez n'avait pas vécu aimé. la même chose qu'à Sirat, chose à laquelle je n'ai absolument pas cru une seconde. Et non, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, je pense que c'est effectivement après Magnolia, qui est vraiment l'espèce de mon film préféré de l'univers avec les temps modernes. Euh, son second film, enfin son deuxième film, pour moi le plus abouti. Sean Penn est ouf, DiCaprio est incroyable, Benicio del Toro a une composition extraordinaire encore. Je n'en peux plus, je ne m'en remettrai jamais. Le moindre personnage est dessiné chez Paul Thomas Anderson. La mise en scène est folle. Je pense que sa poursuite est aussi, cette scène de poursuite est équivalente à celle de Bullitt, aux meilleures scènes de Bullitt. Et je pense que cette façon de filmer, ça va être comme ce côté des Dents de la Mer avec ce travelling compensé qu'on connaît tous de Roy Scheider. Voilà, pour moi, voilà, le film, il est tellement impressionnant. Toutes les scènes d'action sont extraordinairement bien réalisées. Et puis sur l'exploration de cette Amérique qui est désenchantée et polarisée, c'est oufissime. C'est un film d'une grandeur extrême, je trouve. Et c'est vrai que voilà, quand il est arrivé, voilà, il compose tout ce film. Et pour moi, c'est pour ça qu'il est vraiment, vraiment premier, quoi. Olivier. Ouais, vous avez tout dit, hein, mais pour moi, c'est la maîtrise totale. Je sais même pas, je pense que même les objets dans le cadre ont du charisme. Mmh. Non, mais quand je faisais mon top, alors évidemment qu'il était premier, hein, il n'y avait pas matière là-dessus, mais presque, j'essayais de trouver un mais. Bon, on peut dire que non, enfin, la direction d'acteur, la photo, le cadrage, la mise en scène, la musique, les choix de chansons, le montage, enfin tout. Je veux dire, et on a beaucoup parlé sur certains films. Voilà, ouais, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai, ou j'ai pas aimé, mais puis il y a des moments qui sont vraiment chouettes, mais c'est vrai qu'entre telle scène d'action, bon, tu t'endors un peu, tu t'ennuies, je suis déçu. Là, il y a pas. Le film, il dure quoi? Il dure quasi 3 heures, il dure 2h50. 2h40, je crois, ouais, 2h40 et quelques. Ouais, 2h45. Il y a pas 1 minute en trop. Parce que j'en sais rien, le geste de DiCaprio pour aller choper un truc sur la table et le machin qui se casse la gueule et enfin voilà, il y a pas de Les discussions un au œuf téléphone pour le mot de passe. Et c'est très drôle, oui, voilà. non mais La les scène de running discussion gags, pour le mot de passe, c'est à mourir de rire. C'est vraiment très drôle. les running gags sont à mourir de rire. C'est fou qu'on arrive à raconter autant de choses. Oui, si tu disais un western, ouais, t'es dans un western, t'es dans un polar, t'es dans un thriller politique style Alan J. Pakula ou Sidney Lumet des années 70. On parlait de Redford la dernière fois. T'es dans une comédie, il y a des moments. T'es dans du frère Cohen. Enfin, c'est un film fou. C'est un film fou. Ouais, je pense que voilà, il a. Alors moi je regardais un petit peu, hein, on est déjà à 1h20 de podcast, bien évidemment, on va pas aller sur les 2 heures, mais c'est effectivement un film qui rassemble tout. Je pense qu'on est vraiment d'accord. Et pourtant, on voit bien que dans notre top, on a des films que certains d'entre nous ont mis dans le flop, d'autres sur lesquels on n'est pas d'accord, etc. Mais on voit d'un coup un film qui est capable de rassembler autant. Alors je sais que Nella l'a vu aussi avec une de ses filles et qu'elle a aimé, même si la musique, pour elle, ça l'a un petit peu gêné à un moment. Mais je trouve que pour moi, le film, il rassemble tout. Et comme tu dis, Christophe, c'est son film le plus populaire. Et pourtant, il est quand même vachement radical à plein d'endroits. Et il est populaire Exactement. parce que c'est DiCaprio. Et DiCaprio qui fait cette espèce de Big Lebowski révolutionnaire. Je ne trouve pas de défaut à ce film. Et je pense qu'il va marquer et qu'il va rester vraiment dans notre top. On pourrait même un jour parler d'un top 100 de nos films préférés de tous les temps. On pourrait faire ça en plusieurs parties d'ailleurs. Mais vraiment, voilà, ça reste vraiment un grand film. Pour conclure, est-ce que vous voudriez conclure un petit peu sur votre année cinéma
Voilà, est-ce que pour vous c'est un grand cru? Est-ce que c'est un cru sympa, moyen, un peu faiblard? Christophe? Bah, comme je disais en début d'émission, pour moi, c'est un cru assez moyen en grosses productions qui ont souvent déçu. Et j'ai l'impression que je suis pas le seul parce que même le public ne commence à ne plus aller voir ces grands spectacles ou ces grosses comédies qui étaient gages de succès à l'époque. Et quelque part, je me dis que tant mieux parce que ça laisse place à d'autres films, des films que les gens n'étaient pas forcément habitués à aller voir au cinéma et qui fonctionnent finalement. Et ce serait bien que le cinéma se remette à prendre du risque et à nous proposer des choses innovantes. Complètement d'accord avec toi et à noter aussi que je n'ai pas mis un seul film français, moi, dans ce top 10, ce qui était aussi ma déception, même si je pense que l'âme idéale pourrait, voilà, y titiller. Olivier, ton année cinéma, tu la qualifies de comment? Bah alors encore une fois, hein, pour maintes raisons, je suis donc pas allé beaucoup au cinéma cette année, mais euh, mitigé. Il y a en même temps, voilà, pour moi, il y a eu des évidences, voilà, une bataille après l'autre, Chuck. euh, et évidemment, et ça, je crois qu'on n'est pas les seuls à le dire, hein, beaucoup de critiques le disent, une année plus que moyenne en termes de grosses machines. Euh, ouais, je suis pas, je me rappelle avoir fait des top 10 où je me posais moins de questions. Voilà, on va dire ça. J'ai eu des années où je me posais moins de questions. Là, j'ai fait bien mon top 5, top 6. Et puis après, c'était plus, ouais, c'est vrai, celui-là m'a bien touché, donc je vais quand même le mettre, mais pas des évidences dès le départ. Moi, oui, j'ai eu des années où, voilà, mon top 10, il était fait, tac, 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 même encore plus à me dire, ouais, c'est dur de dire que ça c'est premier, ça c'est deuxième, voilà. Pour moi, c'est une année assez mitigée et puis en tout cas, c'est pour le coup, en termes de grosses machines, il y a des attentes en 2026. On en parlera Et le prochain évidemment, podcast. tu me tends la perche pour le prochain Ah, épisode, puisque là, c'est l'épisode de fin d'année, hein, donc on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une excellente fin d'année. Peut-être irez-vous au cinéma voir quelques films avant la fin de l'année. Il y en a, je crois, qui aiment bien se faire des dernières petites toiles. Nous, on va se retrouver de toute façon très vite dans le prochain épisode où on reprendra, comme d'habitude, hein, on va vous parler des films qu'on aura vus évidemment donc au mois de décembre, dont le fameux Avatar qui, je pense, sera l'un des cœurs de cet épisode. Et peut-être, si on a tous le temps de voir la deuxième partie des épisodes et la deuxième et troisième partie des épisodes de Stranger Things, ça fera peut-être le cœur d'un grand épisode. Mais on fera dans une de nos rubriques, on parlera de nos grandes attentes de cette année 2026. Évidemment, Olivier, tu nous feras aussi le récap rapidement de l'année écoulée au cinéma. Est-ce que ça a été une grande année? Est-ce que ça a été une petite année? Je rappelle, en termes de box-office, en hein. termes de box-office, hein, pardon, bien évidemment. Et puis, je vous rappelle que vous avez un film à voir. Moi, je l'ai revu l'autre jour, Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill. Il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci à celles et ceux qui sont abonnés, bien évidemment, à ce podcast, qui nous écoutent à chaque fois qu'on sort un podcast comme ça. C'est une récréation pour nous. On le fait avec le cœur, mais on essaye de le faire aussi sérieusement, en écrivant. Donc, merci de vos petits cœurs, merci des 5 étoiles quand vous nous les mettez sur une plateforme de streaming. Vraiment, ça nous touche. Nous, on le fait de manière totalement deuxième, 20e degré, et en même temps, on y met beaucoup de cœur, beaucoup de sérieux. Donc, merci de vos retours. Ça peut nous toucher, voilà. Alors, évidemment, on va pas vous demander de les partager, mais quand vous nous écoutez, vous nous mettez un petit mot, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, parce qu'évidemment, Christophe transforme après les fichiers et les met sur YouTube. Ça fait très plaisir. Moi, je profite de cette fin d'année aussi pour vous remercier tous les deux. Merci Christophe, merci Olivier de donner de votre temps.
parce qu'à chaque fois, faut toujours trouver un petit timing pour être ensemble. J'espère qu'un de ces quatre, on pourra même faire ça en vidéo et se faire des épisodes vidéo qu'on mettrait en podcast, parce que là, on les fait évidemment via Discord et c'est pas toujours facile de se couper la parole comme ça. On pense bien évidemment à notre ami Florian qui passe son temps à jouer au théâtre et qui travaille, voilà un intermittent du spectacle qui travaille beaucoup. Mais je sais qu'il aura envie de revenir et peut-être qu'on invitera des personnes sur l'année prochaine. Ça serait aussi une bonne idée, sachant que le prochain épisode, ça sera quand même notre épisode d'anniversaire parce que ça fera quand même 1 an qu'on fait ces épisodes régulièrement tous les mois. Donc merci Christophe pour tout ça. Eh ben, merci à vous deux, et aussi à tous ceux qui nous écoutent surtout, parce que sinon ça n'aurait pas trop d'intérêt. Et rendez-vous l'année prochaine. Ouais, et j'ai vu que je crois que, je vais vérifier, hein, mais je crois qu'on a quand même une 50aine d'abonnés, 50-60 abonnés sur les différentes plateformes. Il y a toujours une cinquantaine, donc on n'est pas loin d'une cinquantaine, une centaine d'écoutes comme ça, presque par épisode. Donc c'est quand même pas si mal. Voilà, on intéresse des gens à parler de cinéma, à s'engueuler, à pas être d'accord et à entendre Olivier dire c'est de la merde ou c'est un connard. Olivier, merci pour tout ça. Ouais, j'essaie de me renouveler, je passe à la daube plutôt qu'à la merde. Voilà. Faut un peu se diversifier. Exact. Voilà. Comme disait Christophe, merci à ceux qui nous écoutent, merci à vous deux, merci à toi Lilian spécialement de nous avoir proposé ça, parce que c'est notre petit kiff. Voilà, moi en tout cas je le vis comme mon petit kiff. Voilà, on se fait des petits kiffs comme ça mensuels. Et peut-être que parfois on fera des épisodes un petit peu hors série parce qu'on a envie de vous parler, pourquoi pas faire des épisodes plus courts. C'est toujours une question de temps et de disponibilité, vous vous doutez bien. Voilà, en tout cas, on termine comme d'habitude dans un état critique. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous souhaite de vous faire de bonnes toiles. Ciao!